Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 487 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, nous aurons deux images de la semaine à vous proposer. D'abord, le héros de l'attentat de Sydney et la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux Olympiques en Grèce. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour, quant à lui, sera consacré à Frédéric Aziza, un journaliste très communautaire. Vous allez le voir. N'oubliez pas, en tout cas, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le numéro 487 d'E-Média. La météo de l'info, c'est avis de tempête sur le Proche-Orient. Rappelons l'enchaînement des événements. Pour commencer, bombardement d'un site diplomatique iranien par Israël. Suivi en riposte du bombardement d'une base aérienne israélienne par l'Iran. Et maintenant, attente d'une contre-riposte israélienne. Situation qu'il faut inscrire dans une perspective longue, si on veut mieux la comprendre, sans se laisser embarquer dans la rhétorique guerrière des uns et des autres. Décryptage sur E-Média. Aujourd'hui, nous avons à vous proposer deux images de la semaine, je vous le disais. Première image, inspirante, samedi dernier, Damien Guéraud s'est comporté en héros en repoussant les assauts d'un terroriste qui a tué 6 personnes dans un centre commercial de Sydney. Muni d'un poteau, le Français a empêché l'assaillant de monter un étage pour que l'assaillant continue son carnage. Regardez ces images. Damien Guéraud a affronté Joël Cauchy, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, sur un escalator pour l'empêcher de faire d'autres victimes. 5 femmes et un agent de sécurité pakistanais ont été tués au cours de l'attaque. Jean-Eudes Gana commente, un héros français à Sydney, des bonnes gueules et du courage, la France en produit encore beaucoup, plus qu'on ne se l'imagine. Alors Jean-Yves, il y a encore des Français qui font preuve de courage et se comportent comme l'auraient fait leurs ancêtres. Quelle peut être la force d'exemple de ces figures comme Arnaud Beltrame, Damien ou encore le héros d'Annecy, Henri d'Anselme? C'est le modèle de la bonne gueule, si je puis dire, qui peut servir à inspirer à la fois dans la tenue, dans le comportement et le moment venu dans l'attitude, c'est de bons exemples. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Ça change effectivement des punks à chiens. Deuxième élément positif cette semaine, c'est la cérémonie d'allumage de la flamme des Jeux Olympiques en Grèce. Jean-Yves, on a assisté à une très belle et inspirante cérémonie en Grèce, avec de belles femmes grecques en tenue traditionnelle, avec une scénographie qui a du sens, sans diversité imposée, sans cheveux bleus, sans je ne sais quel oiseau rare du progressisme. Regardez ces belles images. En direct, ça veut dire que nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques. Cette flamme qui va donc être remise à Laure Manodou. Voilà, les applaudissements en direct du Mont Olympie. Cette flamme donc va être remise à la France, au premier porteur de flamme. Jean-Yves, sacré contraste avec la France et Nakamura. Sacré contraste, et c'est le retour finalement à l'idée initiale de Coubertin. Quand Coubertin a rétabli les Jeux Olympiques à la charnière du 19e et du 20e siècle, son idée c'était de s'inspirer du modèle des Jeux Olympiques de l'Antiquité pour en faire quelque chose de nouveau, mais qui puisait ses racines dans le passé. Et là, aujourd'hui, évidemment, avec la Macronie, on veut partir absolument dans toutes les directions et surtout dans tout ce qui peut rompre avec le passé, alors que, bien évidemment, on voit que ce qui a du sens, c'est ce qui s'en inspire. En tout cas, l'écrivain Laurent Oberton commente « Quand on voit ce beau départ et quand on sait comment on va terminer avec la cérémonie d'ouverture, se fait un bon résumé de notre effondrement. » Alors, Jean-Yves, néanmoins, c'est quand même bien la preuve que l'Europe peut encore être belle
quand on la laisse être elle-même. Absolument. Et au fond, il suffirait, enfin c'est facile à dire, il suffirait de balayer toute cette volonté de déconstruction, de destruction des pouvoirs en place pour repartir sur des bases finalement beaucoup plus saines, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus belles. Le dossier du jour, désormais, l'Iran et Israël. Une petite revue de presse nous dit, notamment avec Le Point, Iran, pourquoi tant de haine envers l'Occident ? Le Nouvel Obs, pourquoi l'Iran nous fait peur ? Et oui, dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, l'Iran a mené une attaque sur Israël. Des centaines de drones et de missiles ont été lancés depuis son territoire. Mais il est important de rappeler, Jean-Yves, une chose que les médias oublient de dire, c'est que l'attaque de l'Iran est en fait une riposte à une offensive menée par l'État hébreu qui avait causé la mort de 7 membres des gardiens de la Révolution. Donc à l'origine, il y a bien eu une attaque israélienne et ce n'est qu'une réponse en fait de l'Iran, comme le rappelle l'ancien ministre Hubert Védrine. Écoutez. Mais ils ont tout fait ces derniers jours, comme ils s'attendaient à quelque chose après l'attaque israélienne. Il faut que vous le disiez aussi ça. Attaque israélienne le 1er avril sur le consulat d'Iran à Damas. Il me semble que c'est sous contrôle, là. Donc je dis un peu le contraire de ce que j'entends. Je pense pas que c'est dépasser le genre de réaction auquel les Israéliens s'attendaient. Jean-Yves, il semble important de rappeler la chronologie des faits et les responsabilités. Pourquoi les médias oublient de le faire ? Alors, il y a 2 choses intéressantes dans cette petite séquence. D'abord, il y a le fait que Védrine impose le rappel d'un fait que Huis Gosset, qui est un représentant des intérêts américains, au moins sur le plan idéologique, et du camp occidental, on peut dire, camoufle. Or, ce fait est important puisque c'est pas tant le fait qu'il y ait eu 7 gardiens de la Révolution qui aient été tués qui est le plus important, c'est que cette attaque a eu lieu sur un site diplomatique. Et donc un site diplomatique, en l'occurrence un consulat en Syrie, un site diplomatique, c'est contre le territoire. Donc on peut considérer que le territoire iranien a été bombardé par Israël, ce qui est un acte de guerre. En tout cas, c'est considéré comme tel dans la charte de l'ONU. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas occulter ce fait puisque ce qu'ont fait les Iraniens est une riposte à cet acte-là. Encore une fois, sur un consulat, c'est comme une ambassade, c'est un territoire protégé, sanctuarisé par le droit international. Alors, la riposte au demeurant iranienne a été relativement mesurée, puisque elle a visé non pas des populations civiles, mais la base militaire, d'où étaient partis les avions chargés d'attaquer le site diplomatique israélien. Et tout ça avait quand même été un petit peu annoncé à l'avance, donc c'était une riposte à la fois importante, mais relativement mesurée. Voilà. Je crois que l'Iran avait prévenu les services de renseignement américains à l'avance. L'Iran avait prévenu les services de renseignement américains et l'opération les drones qui volent à 200 à l'heure, 200 km/h, était quand même assez visible. Ça n'a pas été une surprise totale. Et Jean-Yves, que peut-on dire de l'histoire des relations entre ces 2 pays, entre Israël et l'Iran, qui n'ont pas toujours été tant ennemis que ça ? Alors, l'Iran a développé à l'époque du Shah d'Iran, du roi Reza, c'est-à-dire dans les années 50, 60, 70, des relations finalement diplomatiques assez normales avec Israël. C'était même un des seuls pays musulmans, pas arabes, puisque les Iraniens sont des Perses, qui avaient des relations relativement normales avec Israël. Et puis il y a eu un basculement lorsque, au fond, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident,
a préparé le renversement du Shah d'Iran, du roi d'Iran. La France en accueillant l'ayatollah Khomeini en Île-de-France, à Naufle-le-Château, et les Américains en cautionnant la révolution islamique, en lâchant le Shah avant que ça ne se retourne contre eux. Et à partir de cette période, les rapports entre Israël et l'Iran, c'est-à-dire depuis l'arrivée des ayatollahs, ont été considérablement dégradés. Désormais, si vous le voulez bien, faisons un tour d'horizon des réactions médiatiques par rapport à cette affaire entre l'Iran et Israël. On a d'abord les néoconservateurs habituels, un peu extrémistes sur la situation. On a aussi des avis plus mesurés, mais ceux qui prennent de la hauteur historique et géopolitique, il ne faut pas également les oublier. Alors les prises de position des néocons, comme on les appelle, extrémistes, du côté des néoconservateurs, on a une illustration idoine avec Pascal Bruckner. Écoutez. Là, je pense que pour Israël, c'est une opportunité historique et pour le monde occidental dans son ensemble, c'est le moment d'affaiblir l'Iran et de ramener le régime des Mollahs 50 ans en arrière, militairement parlant. Frapper les casernes, frapper les gardiens de la Révolution et les sites nucléaires, si possible. Mais il faut que l'oncle Sam accepte de s'engager. Alors Jean-Yves, on a l'impression que ce monsieur oublie que l'Iran n'est pas un terrain vague, mais une puissance de 85 millions d'habitants soutenue par la Russie et la Chine. Oui, alors derrière ça, il y a effectivement les risques d'escalade, puisque Israël est soutenu par les Américains et par les puissances occidentales, et une partie quand même des puissances arabes. Pas l'oublier, face à l'Iran, parce qu'il y a la division du monde musulman entre les chiites et les sunnites, entre les Perses et les Arabes, donc c'est quand même assez compliqué. Et de l'autre côté, l'Iran est plutôt soutenu par la Russie et par la Chine. Donc c'est sûr que l'escalade, ça peut être dangereux. Alors s'agissant de Bruckner, Pascal Bruckner, c'est ce qu'on appelle c'est quelqu'un qui a émergé à la charnière des années 80, parmi ce qu'on appelait les nouveaux philosophes, partisans de l'ingérence, en fait, de l'ingérence étrangère, au nom des droits de l'homme. Dans ces nouveaux philosophes, il y a évidemment Bernard-Henri Lévy, qu'on ne présente plus, et il y avait aussi Glucksmann, pas le Glucksmann actuel, mais le père du Glucksmann, candidat du Parti socialiste, et donc on développait, au nom des droits de l'homme, une idéologie suggérant l'ingérence dans la vie intérieure des puissances étrangères et légitimant aussi un certain nombre de guerres, toutes les guerres qu'il y a eu au Moyen-Orient depuis finalement une trentaine d'années, même un peu plus, depuis la première guerre d'Irak, ont été cautionnées par ce type de personnages, qui sont en quelque sorte des seigneurs de la guerre intellectuels, parce que ce sont des seigneurs de la guerre. Oui, c'est pas ce monsieur qui va aller faire la guerre. Depuis leur fauteuil, voilà. Mais Jean-Yves, pourquoi est-ce que nous sommes des seigneurs de la paix depuis nos fauteuils. Voilà. Mais Jean-Yves, pourquoi est-ce que ces néoconservateurs, en fait, poussent les Européens dans les guerres d'Israël ? Alors, parce que ils considèrent qu'il y a une convergence d'intérêts et paradoxalement, il peut y avoir au sein de l'Europe ou de la France un certain nombre de gens qui pensent qu'il y a un vrai problème, ce qui est exact, avec l'immigration arabe en France, et que dans ces conditions, c'est assez logique, d'être assez solidaire d'Israël, qui a des problèmes avec les Arabes sur son territoire. En l'occurrence, là, c'est pas les Arabes, c'est les Iraniens qui sont des Perses, et Israël est aussi n'a pas finalement de si mauvaise relation actuellement avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, par exemple. Donc c'est quand même très compliqué. Voilà. La géopolitique, c'est très compliqué et il y a des simplifications peut-être parfois un peu excessives. Vous savez, Richelieu réprimait les protestants à l'intérieur des frontières françaises et les soutenait au sein de l'empire des Habsbourg. La géopolitique, c'est parfois un peu compliqué. Alors, il y a aussi certains qui poussent à la guerre du côté israélien. On peut s'interroger pourquoi ?
On a peut-être un début de réponse avec l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak sur LCI, qui nous apprend que Netanyahou est sous l'emprise de ses ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Rien que ça, écoutez sur LCI. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Jean-Yves, que pensez-vous de ces propos ? Alors, d'abord, c'est intéressant que ce soit sur LCI, parce que quand on a notre question, c'est quelle est l'attitude des médias, et il y a effectivement un certain nombre de médias qui sont clairement pro-israéliens. C'est le cas, par exemple, en matière de télévision de CNews. Il y en a d'autres qui sont un peu plus nuancés. LCI, qui est très pro-Ukraine contre la Russie, sur cette affaire est un peu plus nuancée et elle donne la parole à Ehud Barak, en l'occurrence, qui est un ancien Premier ministre israélien, parce que c'est vrai qu'il y a un certain paradoxe où, au fond, en France, ceux qui sont pro-israéliens sont par nature dans la défense du gouvernement israélien, alors qu'en Israël même, il y a une certaine discussion au sein de l'opinion, il y a une certaine division au sein de l'opinion, et il y a un certain nombre de gens qui sont peu favorables à la politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est le cas de M. Ehud Barak, qui, il est vrai, appartient à une autre formation politique que le Premier ministre actuel. Donc c'est assez logique. C'est le côté quand même très pluraliste d'Israël qu'on a tendance à voir peut-être d'un bloc vu de France ou vu d'Europe, alors qu'il y a une assez grande diversité dans l'opinion israélienne. Et LCI, là, donne un point de vue qui est critique, mais qui émane d'un Israélien. Et d'un ancien Premier ministre israélien, donc pas n'importe quel Israélien. On a aussi le point de vue des plus modérés, notamment le géopolitologue Alexandre Delval, qui a produit un article très intéressant dans Atlantico. Alors, titré « Que faire face à la République islamique d'Iran ? Petit bilan de 45 ans d'atermoiements occidentaux face à une guerre qui ne dit pas son nom ». Et M. Delval soutient déjà que l'opposition entre un bloc islamiste et un bloc occidental n'est pas si nette que ça, vous l'avez rappelé, en disant notamment que les conflits persistent à l'intérieur de la communauté entre sunnites et chiites. Et il n'y aurait pas véritablement de front commun à proprement parler contre Israël de la part des musulmans. C'est l'avis également d'Alain Bauer dans cet article qui prend du recul historique avec la longue mémoire en parlant d'Abraham et Xerxès, les anciens peuples perses et hébreux. Et ce serait plutôt donc une volonté de continuité impérialiste de la part des Perses plutôt. Ainsi, Jean-Yves, on a également Alexandre Delval qui rappelle que la politique des sanctions qu'on pourrait envisager contre l'Iran n'a jamais fonctionné, que ce soit contre la Russie ou contre un autre pays. Alors, que peut-on dire de ces raisons plus profondes, en fait, du conflit entre l'Iran et Israël ? Quelle est la part des responsabilités des Occidentaux là-dedans ? D'abord, il y a eu une série de guerres. Il faut savoir qu'il y a eu une série de guerres occidentales dans cette région du monde, avec les deux guerres d'Irak. Et le paradoxe des guerres d'Irak, c'est qu'en affaiblissant l'Irak et en faisant émerger au sein de l'Irak la partie chiite arabe, alors que les Iraniens sont des chiites perses, a affaibli considérablement une puissance qui, à l'époque de Saddam Hussein, était une rivale de l'Iran. Donc, l'un des éléments de la montée en puissance de l'Iran, c'est l'affaiblissement de l'Irak, l'explosion de l'Irak à la suite des guerres occidentales menées en Irak à deux reprises, en 1991, où on avait justifié la guerre par l'invasion du Koweït et le débranchement
des couveuses de Kuwait City, et la deuxième guerre en 2003, où là la guerre avait été justifiée, vous savez, par le fait que l'Irak était censé avoir des armes de destruction massive. On expliquait à l'époque que c'était la 3e armée du monde. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, à l'époque, on disait en 2003, le gouvernement américain expliquait c'est la 3e armée du monde, ils vont se doter d'une arme de destruction massive. Et la preuve, c'était la petite fiole contenant de l'eau de lavande ou quelque chose comme ça que M. Colin Powell avait brandi. C'est les conséquences tragiques. Voilà. Alors, en tout cas, il faut faire attention. Il faut être très prudent quand il y a des bruits de guerre, parce que derrière le bruit de guerre, il y a souvent une désinformation, et il faut bien le dire, une double désinformation, une désinformation des deux côtés. Chacun derrière la guerre, il y a la guerre de la propagande. Voilà. Des deux côtés, bien sûr. Alors, dans le cadre de ce conflit global entre les Occidentaux et le Sud, qu'on pourrait dire le Sud global, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin rappelle que la Russie et l'Iran ne sont pas seuls, ne sont pas isolés. Le jeu des alliances pourrait se mettre en place et une escalade est toujours possible au niveau mondial. Écoutez l'ancien ministre Dominique de Villepin. Savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol ? Est-ce que nous aurons des combattants africains ? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques ? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident ? Oui, je crois qu'on peut rapprocher ce que dit Villepin de ce que dit Védrine. Ils ont d'ailleurs occupé les mêmes fonctions. L'un avec Chirac, l'autre avec Mitterrand, c'est-à-dire secrétaire général de l'Élysée, puis ministre des Affaires étrangères. Et d'un certain point de vue, ils incarnent ce qu'a été la diplomatie française gaulliste ou post-gaulliste, c'est-à-dire une posture un peu en retrait par rapport à l'engagement derrière les États-Unis d'Amérique ou Israël. C'est une posture classique de la diplomatie française qui a été assez largement abandonnée par Nicolas Sarkozy et par Macron. En tout cas, la Russie ne se porte pas si mal du point de vue de son économie. Avec son économie de guerre et la vente du gaz, le FMI révise à la hausse ses prévisions de croissance du PIB de la Russie pour 2024 en prévoyant 3,2% de hausse contre les 2,6% attendus jusqu'à présent. Place désormais aux pastilles de l'info. Première pastille, les ciseaux de la censure. Éric Zemmour et Viktor Orban, une de leurs conférences a été annulée à Bruxelles par un maire proche des islamistes. Écoutez la réaction de Éric Zemmour sur BFM TV. Puis, je vous dis, je suis très triste de ce qu'est devenu la Belgique. Et je m'inquiète pour tout le continent européen. Mais on m'avait dit que désormais Bruxelles était entre le califat et la dictature, et je vois que je me suis pas trompé. Bon, Jean-Yves, il semblerait que la Belgique soit finalement pire que la France du point de vue de la censure ? Eh ben non, je suis pas d'accord, parce que c'est vrai que cette conférence a été dans un premier temps annulée, ce qui est particulièrement anormal, s'agissant de personnalités politiques et s'agissant d'un Premier ministre en exercice, M. Orban, dans la ville de l'Union européenne, c'est particulièrement choquant. Est-ce que c'est pire que la France ? Je ne dirais pas ça, parce que très rapidement, le Conseil d'État belge s'est prononcé en quelques heures et a rappelé que la liberté d'expression faisait partie de la Constitution belge et que dans ces conditions, cette conférence pouvait avoir lieu. Je rappelle que quand M. Darmanin interdit pour des délits d'opinion qui pourraient être commis, des réunions en France par des associations identitaires, ou qu'il dissout des associations identitaires, le Conseil d'État dit très bien, il n'y a pas de problème. Donc d'un certain point de vue, la liberté est mieux protégée en Belgique qu'en France, en tout cas dans ce cas particulier. Alors ce qui est vrai, c'est que le contrôle de l'islam sur un certain nombre de villes est préoccupant en Belgique. Peut-être
de manière plus spectaculaire qu'en France, puisque c'est le cœur de Bruxelles qui est touché, alors qu'en notamment. France, c'est un peu plus la périphérie, avec la Seine-Saint-Denis, mais c'est quand même le même type de phénomène. Et Bruxelles En semble... l'occurrence, là, ce sont des loups gris, des nationalistes turcs, qui font la pluie et le beau temps en France, dans le Mantois, par exemple. Donc, mais le Mantois, c'est un peu moins près du centre de Paris que Saint-Josse ne l'est du centre de Bruxelles. En tout cas, le maire qui a annulé la conférence semble proche des islamistes et des loups gris, comme vous l'avez dit, comme le rapporte l'édito de Gauthier Lebray sur CNews. Écoutez. L'idéologie islamiste est même présente de l'autre côté de la frontière, aux élections et parfois donc dans les municipalités. Exemple avec Emir Kir, bourgmestre de la commune bruxelloise de Saint-Josse. Il est proche des loups gris ultranationalistes turcs, islamo-nationalistes pour Florence Bergeau-Blaclair, experte de ces questions. Emir Kir a la double nationalité, belgo-turque. Ce mouvement proche d'Erdogan, dissous en novembre 2020 en France. Oui, alors cet édito est très bien. Il y a eu aussi un très bon édito de Monsieur Régnier sur la même thématique de la liberté d'expression. Je pense qu'il devrait aussi défendre la liberté d'expression en France quand elle est menacée, même si elle touche des associations identitaires. Il faut aussi la défendre, je pense. Mélenchon, lui aussi, a fait les frais de cette censure. Une conférence qu'il devait tenir à l'université de Lille sur la Palestine a été annulée. Alors, Jean-Yves, les conférences de Zemmour et Mélenchon sont annulées. Et j'ai envie de vous poser la question, Zemmour et Mélenchon, même combat ? Zemmour et Mélenchon ont l'un et l'autre le droit à la liberté d'expression. Ils représentent chacun des électeurs. On peut ne pas être favorable à Monsieur Mélenchon. Il a représenté lors de l'élection présidentielle un 5e du corps électoral. Il a le droit à l'expression. Voilà, c'est comme ça. Deuxième pastille de l'info, c'est le bon point mainstream. En effet, Patrick Cohen a été épinglé par l'Arcom pour ses propos sur Crépol. Patrick Cohen avait qualifié Crépol de simple balle tragique en relayant la version des agresseurs. Et l'Arcom rappelle alors le service public pour ses propos dénués de précautions oratoires et énoncés sur un mode déclaratif ne satisfaisant pas aux exigences de mesure, de rigueur et d'honnêteté. Alors, ils ne se sont pas vantés dans l'émission C'est à vous, bien sûr, mais comme quoi l'Arcom peut rendre des décisions normales, entre guillemets. Oui, alors simplement, elles ont moins de publicité que quand l'Arcom rend une décision contre CNews. Là, on en parle un peu dans tous les médias. Là, quand l'Arcom rend une décision critique du service public, on en parle un peu moins, mais c'est bien que l'Arcom le fasse. Il faut dire que l'Arcom le fait parce qu'elle est aussi sous la pression d'un certain nombre d'internautes qui commencent à ne plus supporter ou qui supportent de moins en moins la dictature de la gauche et de l'extrême gauche sur les médias de service public. Donc il faut continuer cette pression. Troisième pastille, le super bobard. Et oui, un bobard par ponctuation, un nouveau bobard. Ça est arrivé à Alice Cordier, ou en tout cas au collectif Némésis. En effet, pour une histoire de virgule, vous allez le voir, à aucun moment notre pancarte, donc en parlant de la pancarte de Némésis, ne contenait le message violeur, virgule, étranger, virgule, dehors, mais bien violeur, étranger, dehors. Et oui, avec la virgule, cela crée la catégorie d'étrangers qui devrait être dehors. C'est subtil, mais on assiste à une histoire de virgule qui dénature le sens du propos. Que peut-on dire sur cette novation du politiquement correct ? Alors, d'abord, il faut savoir que si les Némésis avaient mis violeur, virgule, étranger, virgule, dehors, elles étaient susceptibles d'être poursuivies et condamnées pour discrimination contre les étrangers. Donc, elles étaient pénalement susceptibles d'être condamnées. Elles sont d'ailleurs poursuivies, mais avec sans virgule, c'est les violeurs étrangers. On ne peut pas être contre l'expulsion de violeurs étrangers. Donc, sans virgule, elles ne sont pas condamnables. Avec virgule, elles seraient condamnables. Oui. Donc, la ponctuation, l'erreur de ponctuation, l'erreur qu'on peut assez largement présumer volontaire de ponctuation du Dauphiné est extrêmement grave.
Extrêmement grave. Alors moi, ça me plaît assez parce que je collectionne, vous savez, on fait la cérémonie des bobards d'or, donc on collectionne des bobards. Vous êtes content. Et là, c'est une catégorie nouvelle. Donc je voudrais féliciter le Dauphiné d'une novation, le bobard par ponctuation. Voilà, bravo les gars du Dauphiné ou les femmes du Dauphiné, je ne sais pas. C'est bien, c'est une belle novation. 4e pastille, propagande. Rachida Dati, sponsorisée peut-être par Paris Match. En effet, la une de Paris Match laisse planer le doute sur les ambitions politiques de la ministre de la Culture. Et vous avez publié, Jean-Yves, une parodie sur votre compte X. Rachida Dati, jusqu'où ira-t-elle ? On vous fait dire, sans culture et sans avoir à travailler, Rachida Dati cultive sa seule ressource, issue de la diversité. Alors moi... on ne me fait pas dire, c'est un tweet que j'ai écrit, donc j'assume. En fait, je me demande, Jean-Yves, qui est le préféré des médias entre Attal, Édouard Philippe et Rachida Dati pour 2027 ? Si vous voulez, Dati est une très bonne cliente pour les médias parce que elle fait parler d'elle par ses frasques, par les scandales, par son côté un peu provocatrice. Et donc... Elle peut intéresser les médias. Et puis, mais ce type de une contribue aussi à la fabriquer. Faut pas oublier que c'est une série de une sur Paris Match qui ont contribué à faire monter Sarkozy en 2007 et une série de une sur Paris Match et dans d'autres journaux un peu people qui ont fait monter Macron en 2017, donc c'est loin d'être innocent. Et on peut très bien imaginer qu'elle se positionne pour la mairie de Paris, elle emporte la mairie de Paris, dans la foulée elle est candidate à la présidentielle, peut-être avec le soutien de Macron, peut-être avec le soutien de Sarkozy, et peut-être avec le soutien pas mal d'intérêts financiers qu'elle a quand même... plutôt ménagé ou servi au cours de sa carrière, elle a l'atout, elle a la cape d'immunité de la diversité. Si on la critique, on critique la diversité, donc on ne peut pas critiquer la diversité. Donc c'est une candidate sérieuse pour la présidentielle de 2027. Donc je crois que c'est important, cette une de match est importante. Moi je parie plutôt sur Gabriel Attal. Mais pariez comme vous voulez, il sera mort d'ici là, politiquement parlant. Oui, bien sûr. Enfin bref, attention, les prévisions, c'est dangereux. Donc voilà, vous faites une prévision, j'en fais une autre, il y en aura forcément un ou les deux qui se seront trompés. Mais c'est les risques du métier. On arrive déjà au terme de ce immédiat numéro 487. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner, de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. On lit vos commentaires également quand vous nous écrivez. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour. Frédéric Aziza, un journaliste très communautaire. Et je crois que vous aviez une anecdote à nous raconter. Oui, moi j'ai rencontré Aziza la première fois en 1992 lors des élections régionales. Il y avait des élections régionales où le Front National, à l'époque, avait fait une percée. Et donc il y avait une crainte du système qu'il participe... au gouvernement des régions, et notamment au gouvernement de la région Île-de-France. Et Aziza était venu couvrir l'opération, non pas comme journaliste, mais un peu comme provocateur, puisqu'il était rentré au milieu des élus dans un endroit qui était réservé aux élus, mais il s'était quand même faufilé, il était là, et il faisait de la provocation auprès des élus du Front National, dans l'espoir de créer un incident qui aurait permis de monter en épingle un acte supposé antisémite du Front National, alors qu'il n'était absolument pas là comme journaliste, même s'il était rentré comme journaliste, mais un petit peu comme agent provocateur. Bon, l'affaire a tourné rapidement court, puisque le service de sécurité de la région l'a pris par les épaules et l'a évacué. Et comme c'était pas les gens du Front National qui l'avaient évacué, ça n'a pas fait le bruit que M. Aziza espérait à l'époque. Pour moi, c'est un provocateur. On verra d'ailleurs dans la vidéo qui lui est consacrée qu'il est un peu coutumier de ce type de fête. Merci pour cette anecdote. C'est parti pour le portrait piquant du jour.
Certains journalistes font carrière sur un seul média ou presque. C'est le cas de Frédéric Aziza, un des piliers de la radio communautaire Radio J. Il est né en 1960 à Marnia, alors département français d'Algérie. Son père, Isaac Aziza, y a été enseignant. Frédéric Aziza est diplômé en informatique. Il commence sa carrière en 1986 sur Radio J, fondée par Serge Hadjenberg, également cofondateur du Renouveau Juif. Il sera responsable d'une partie des matinales. Il anime le forum Radio J, puis devient en 2001 chef du service politique de la chaîne. Il y officie toujours. En parallèle, il pige pour Le Canard enchaîné et collabore à la chaîne de l'Assemblée nationale où il dirige une émission qui connaît un vrai succès, Question d'info, en partenariat avec France Info et Le Monde. Il est difficile d'évoquer Frédéric Aziza sans parler de ce qu'il faut bien appeler ses foucades et ses frasques. Dans le désordre, Dieudonné, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Patrick Buisson, Pascal Boniface et bien d'autres. Pour les frasques, il est pris par la patrouille féministe pour une agression sexuelle qu'il aurait commise le 20 novembre 2014 sur une journaliste de la chaîne LCP-AN. On parle d'une fessée, alors qu'il évoque une plaisanterie de pincement de mollet tout en présentant ses excuses. Suspendu d'antenne fin 2017, il y revient très vite, début 2018, malgré une motion de défiance de la rédaction. Il finira par quitter la chaîne parlementaire un peu plus tard, malgré le soutien de Bernard-Henri Lévy, dans Les Inrecuptibles, le 27 novembre 2017, je cite « Qui nous fera croire qu'Aziza est le Weinstein français ? Et comment mettre un signe égal entre ce qui lui est reproché et ce dont on accuse Ramadan ? Amitié à Frédéric Aziza ». Fin de citation. De son côté, Frédéric Aziza avait commenté en ces termes Hôtel Europe, la pièce de théâtre de BHL, sur Radio J, le 16 novembre 2014. Je cite « Un vrai public, une belle rencontre, un superbe comédien, un écrivain, un essayiste, un romancier, un auteur de pièces de théâtre, vous qui avez fait un travail superbe aussi, il faut le dire. » Fin de citation. Frédéric Aziza sera traité, je dois le dire, de merde intégrale par Nicolas Dupont-Aignan sur Canal+, le 17 février 2014. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Il garde une dent et même toute une mâchoire contre une de ces bêtes noires, Éric Zemmour. Lors d'une question posée à Emmanuel Macron le 9 décembre 2021, il s'exprimera ainsi sur le candidat de Reconquête, je cite « Éric Zemmour mène une campagne haineuse, une campagne nauséabonde, raciste, crypto-pétainiste, au relent antisémite et révisionniste. Il cherche à réhabiliter Pétain, remet en cause le discours du Veldiv, le procès Papon et même l'innocence du capitaine Dreyfus. » Fin de citation. Un proverbe de la Légion étrangère dit « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». À cette mesure, Frédéric Aziza aurait donc beaucoup d'honneur, peut-être un peu trop quand même.